Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour Hélène, ça fait plaisir de te voir. On va commencer tout doucement. Alors, je veux te remercier d'être présente. Bienvenue à notre webinaire d'Escalon du... quel jour on est aujourd'hui? 19 mars. Hey, c'est le printemps qui commence ce soir. On est tellement content que le printemps soit enfin arrivé. On voit d'autres gens commencer à se connecter. J'allais dire bonjour Louis, mais il se connecte encore à l'audio, fait que c'est encore un petit peu tôt pour le saluer. Bonjour Louis, c'est le fun de te voir. Merci d'être là. Bonjour, c'est un J'étais en train plaisir. de dire bonjour à tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur le leadership authentique. Comme on est en formule webinaire, je vais me permettre de commencer tout de suite, puis on va espérer que d'autres gens se connectent et se joignent à nous tout doucement. Un petit mot là, de présentation sur Escalon. Escalon est un portail RH pour les entreprises et les organisations qui a pour mission d'aider les organisations du Québec à aligner leurs talents à leurs besoins organisationnels. Pour faire ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille la gouvernance, on travaille avec les profils de talent des gens qui sont dans l'organisation et les besoins en profil de talent de ces organisations-là. On tient compte de la marque employeur et on offre le tout en solution Software as a Service en bon français, qui se trouve à vouloir dire, dans le fond, qu'on est un portail web, hein? On s'entend. Je suis Catherine Frenette, titulaire d'un MBA en management. Je suis aussi chargée de cours en management à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval et experte en développement des talents et des organisations chez Escalon. Dans le fond, ce que j'ai découvert à travers ma pratique, autant comme chargée de cours que comme consultante en management, en développement organisationnel depuis 6 ans, c'est que dans le fond, beaucoup de gestionnaires sont assez peu outillés en matière de management. Souvent, on voit des gestionnaires dans les organisations qui ont énormément de compétences pratiques, qui connaissent leur business comme le fond de leur poche, qui connaissent leur équipe comme si c'était des membres de leur famille. Puis est-ce que ça se traduit nécessairement dans des compétences plus théoriques en management? Mais nous autres, on pense que les gestionnaires en activité dans nos organisations au Québec méritent d'avoir accès aux meilleures pratiques en management. C'est pour ça qu'on a décidé de les partager dans notre série de webinaires chez Escalon. Alignez vos talents à vos besoins. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vous laisse avec je vous laisse ici une brève citation qui vient de MIT Sloan Management Review, la revue du Massachusetts Institute of Technology en management, qui nous dit: les entreprises qui gèrent leurs talents et leur culture de manière stratégique, ça veut dire proactive, hein, qui font l'effort de prendre soin de leur culture, prendre soin de leurs talents dans leur organisation, ces entreprises-là affichent une performance 25 supérieure à la moyenne de leur secteur. La moyenne de leur secteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es une entreprise en restauration, on te compare aux autres entreprises en restauration. Puis si tu prends soin de ta culture organisationnelle, tu prends soin de valoriser tes talents puis de les aligner aux besoins de ton organisation de manière proactive, normalement, là, d'après l'étude, tu devrais gagner un 25 de performance. Je me pose la question de savoir s'il y a beaucoup d'organisations qui peuvent se payer le luxe de laisser sur la table un 25 potentiel de performance. Nous, de notre côté, je sais qu'on serait bien heureuse de faire un gain de 25 de notre performance. Tu sais, la santé organisationnelle, c'est un petit peu comme la santé du corps. On peut faire une diète rapide, on peut perdre du poids. Lors de notre dernier webinaire, il y a 2 semaines, j'avais une bonne grippe. C'est une bonne solution aussi pour perdre du poids rapidement. Mais perdre du poids, ça ne veut pas dire gagner en santé. Escalon, c'est un petit peu comme notre entraîneur personnel pour nous aider au niveau de notre organisation à être plus en santé, à une meilleure santé organisationnelle, ce qui ne veut pas dire nécessairement perdre du poids puis faire des gains rapides au niveau organisationnel, mais faire un travail de fond, puis prendre le temps de faire ce travail de fond-là comme le ferait un entraîneur personnel pour nous, afin de s'améliorer sur l'ensemble de l'organisation, en commençant par notre gouvernance, c'est-à-dire c'est quoi les outils qu'on donne à nos employés, comment est-ce qu'on les traite, c'est quoi le cadre juridique de la fonction, dans le fond, à quoi servent nos employés, puis comment on en prend soin. Puis aussi, c'est quoi notre marque employeur, puis de quelle manière est-ce qu'on la communique à nos employés.
Aujourd'hui, on parle de leadership authentique. On a beaucoup apprécié cette petite image. Leadership authentique, pour nous, ça veut dire être soi-même pour mieux diriger. Et puis, on va entrer tout doucement dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans le leadership authentique, je vous laisse avec quelques petits mots-clics ici qu'on va rappeler sur chacune des diapositives. Parce qu'on est en mode webinaire, fait que c'est moi qui parle beaucoup, mais on aime ça se faire couper la parole et puis on espère voir un peu de participation. Fait que si vous avez envie de participer dans le chat, ben, je vous propose ces mots-clics ici, hashtag AHA pour dire comme un moment de réalisation personnelle, un AHA moment en anglais. Hey, je viens de réaliser quelque chose d'important puis j'ai envie de le partager avec tout le monde ici. Hashtag partage, ben, j'aimerais ajouter une information additionnelle dans le fond, au propos qui est en train de se présenter. On pense souvent à René Lahaye avec le hashtag partage parce qu'il est le champion toute catégorie au Québec du partage d'informations. Hashtag question, je pose une question à laquelle j'attends une réponse. J'aimerais ça qu'on me réponde. Fait que ça, c'est merveilleux. Puis hashtag rendez-vous, ben, j'aimerais ça en savoir plus sur Escalon. Puis j'aimerais ça qu'on me recontacte après le webinaire. Je pose une question, mais dans le fond, je ne m'attends pas nécessairement à avoir une réponse avec l'ensemble du groupe. Puis vous savez que nos webinaires sont enregistrés en plus parce qu'ils sont retransmis dans YouTube par la suite dans notre canal YouTube. Donc, si vous n'avez pas envie là, que votre question soit partagée par la suite dans YouTube et avec tous les participants, mais on vous laisse hashtag rendez-vous aussi. Même chose que question, mais en plus privé, parce qu'on respecte ça, la confidentialité ici. Parlons de leadership authentique. On aime bien nous commencer avec un petit peu comme une étude de cas. Fait que je vous propose cette mise en situation. Qui a déjà vu parmi vous une organisation dans laquelle on observe beaucoup de concurrence entre les employés qui se volent un petit peu des projets, qui essayent de se voler la vedette quand les choses vont bien, qui essayent de rejeter la faute sur les autres quand les choses vont moins bien. On observe peut-être un pas très grand respect de la vie personnelle des employés, genre tu reçois un courriel à 8h moins quart le vendredi soir, on ne comprend pas comment ça se fait que tu n'as pas répondu avant 8h ce même vendredi soir-là, puis comment ça se fait que tu n'étais pas à l'écoute de tes courriels sur ton cellulaire ou etc. Puis on s'attend un petit peu à ce que tu travailles pendant la fin de semaine, puis comment ça se fait que le lundi matin, tes choses n'ont pas avancé, samedi, dimanche, des choses comme ça, des objectifs irréalistes qui sont donnés à l'équipe. Qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler des objectifs irréalistes? Bien, c'est souvent des objectifs qui sont basés sur la concurrence plutôt que sans tenir compte nécessairement des habiletés, des acquis, du potentiel de l'équipe comme telle. On regarde un petit peu ce que font nos concurrents là, par la fenêtre comme ça, là, puis on se dit, il faudrait faire pareil. Ils ont fait plus de ventes, on va essayer de faire plus de ventes. Leur nouveau produit est meilleur que le nôtre, on va essayer de se rattraper. L'exemple classique dans cette situation-là, c'est l'ancienne guerre entre Microsoft et Apple à l'époque du lancement comment il s'appelait iPod qui servait à écouter de la musique hein, chez Apple. Et puis Microsoft avait dit, oh, ça, c'est un beau marché, le marché du iPod. On va produire un produit équivalent qui va être encore meilleur. Ils ont appelé ça le Zune, Z-U-N-E. Apparemment, selon tous les témoignages, c'était effectivement meilleur, mais en fait, c'était un peu irréaliste de s'imaginer qu'on pouvait voler la vedette à l'iPod qui était pas nécessairement un meilleur produit, mais tellement bien implanté sur le marché. Puis Apple était déjà, à l'époque où Microsoft s'intéressait beaucoup au Zoom, puis essayait d'offrir le meilleur lecteur MP3 sur le marché. Apple était déjà en train de préparer la prochaine technologie disruptive du marché. Vous avez évidemment pensé au iPhone qui était comme un iPod, mais qui fait des appels en plus, fait que gros changement. Un objectif irréaliste, c'est souvent ça, hein? C'est essayer de rattraper la concurrence sans tenir compte d'où est-ce que s'en va le marché, puis de qu'est-ce qu'on fait, nous, quelle est notre mission dans notre organisation. Dans une organisation comme celle-là, on verrait souvent beaucoup de règles, beaucoup de règlements internes, mais pour autant qu'il y en ait beaucoup, on n'a pas l'impression qu'ils sont très respectés, notamment par les gestionnaires en place. Grosso modo, manque de communication, manque d'écoute dans l'équipe. Dans le fond, là, un climat organisationnel qui est dur, qui favorise la concurrence, qui n'invite pas à la bienveillance, qui n'invite pas au partage et à la collaboration, mais qui invite plutôt à
tirer la couverture à soi. Je vous propose l'histoire aujourd'hui de Mathis avec une belle photo qu'on a prise sur Internet. Et puis d'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'il s'appelle Mathis. Imaginez-vous que le prénom de Mathis nous a été suggéré par ChatGPT. On n'a pas l'habitude de travailler avec l'intelligence artificielle, mais dans ce cas-ci, Mathis, le prénom nous a été proposé par ChatGPT. Mathis est un chef d'équipe dans une organisation dont on vient de décrire le climat. Puis dans sa façon de gérer son équipe, on observe un petit peu de favoritisme. Il va avoir tendance à donner les mêmes, les contrats, les projets, les responsabilités spéciales, là, tout ce qui est nouveau puis qui est spécial, il va avoir tendance à les accorder un petit peu à la même personne à chaque fois. Puis c'est un biais qu'on voit souvent chez les chefs d'équipe parce que là, je vois Louis dans mon écran à ma droite, fait que je vais me permettre d'utiliser ton prénom, Louis. Tu sais, si j'ai offert, moi, un projet à Louis l'autre fois, il y a quelques mois, puis ça a super bien été. Mais ça se peut-tu que mon prochain projet, j'ai le goût de le confier à Louis encore une fois parce que je le sais qu'il va faire une bonne job. J'ai confiance en lui. Puis la fois d'après, à qui je vais penser? Ben, probablement à Louis. Puis finalement, la fois d'après, ben, à Louis. Puis il y a d'autres personnes dans l'équipe qui finissent par se sentir un petit peu lésées, puis qui auraient le goût, eux autres aussi, d'avoir une chance de se prouver, eux autres aussi. Tu sais, j'ai pensé à Louis en premier, puis après ça, le biais de confirmation s'est créé. C'est ça le favoritisme souvent en organisation, c'est de dire, ben, tu sais, si je te fais confiance une fois, il faut que je fasse l'effort d'aller chercher d'autres personnes à qui faire confiance. Puis notre cher Mathis, pas très tendance à faire cet effort-là. Respecte pas les règles de sa propre organisation. Parmi les règles, puis là, c'est un cas vécu que je peux vous raconter, c'est l'histoire d'un. Il s'appelait pas Mathis, il s'appelait Pierre, qui avait tendance à voler les stylos. C'est un exemple tout à fait bête et courant, là, mais il volait toujours les stylos de l'organisation, puis il partait avec. On avait des beaux stylos avec le nom de l'entreprise qui était écrit dessus, puis il avait coûté cher. Puis il y avait toujours plein de. Il volait tout le temps, puis il rapportait jamais, puis ça a l'air de rien, mais tu sais, c'est le chef d'équipe. Puis quand lui, il fait ça, ben, tu comprends que toi aussi, tu peux partir avec les stylos. Puis tu respectes pas trop, puis c'est pas une grosse règle, c'est pas quelque chose de très grave dans le fond pour l'organisation. C'est pas techniquement, ben oui, techniquement, c'est illégal, c'est du vol, mais c'est pas bien grave, mais ça s'accumule. Puis Mathis, il laisse accumuler des petites choses comme ça. Il est critique dans sa façon de gérer ses relations avec ses employés. Il a cette tendance à dire tu as mal fait dans telle chose, il parle là-dessus, il critique le travail en disant tu aurais pu faire mieux. J'ai eu une patronne une fois qui, c'était très amusant parce qu'elle m'avait demandé de développer, de créer un design pour une image, dans le fond. Puis elle m'avait dit, il faut que tu la fasses dans ce sens-là. Puis dans ce sens-là, pour moi, c'est pas vraiment, j'appellerais pas ça le vocabulaire scientifique. Mais j'avais compris avec le mouvement des mains qui était horizontal comme ça, qu'en fait, elle voulait dire fais-moi un design horizontal. Fait que je l'ai fait horizontal. Puis là, quand elle a regardé, elle a dit ah, t'as fait ça comme ça, ouais. Non, moi, je l'imaginais plutôt dans l'autre sens. Fait que je dis bah, OK, ben, je vais le faire vertical, tu sais. Elle dit ah, tu ne l'as pas changé? Ben, je dis oui, il est rendu vertical, mais le texte est encore écrit à l'endroit. Puis là, je me suis quand même demandé qu'est-ce que j'ai jamais su, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout de sa réflexion, de savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement sur mon design n'était pas dans le bon sens. J'ai jamais trop su. Mais si vous connaissez une option qui n'est ni horizontale ni verticale, je suis bien curieuse de la connaître. Un chef d'équipe qui critique comme ça plutôt que de donner des conseils puis dire de manière objective ce qu'il veut, qui fait des blagues déplacées. Est-ce que j'ai besoin de donner des exemples de blagues déplacées? Je pense qu'on a tous des exemples qui nous viennent en tête. Dans le fond, je pose la question, est-ce que Mathis est légitime dans son rôle de chef d'équipe quand il agit de cette manière-là? Est-ce que le favoritisme, un manque de respect des règles de l'organisation ou un manque de prise au sérieux des règles de l'organisation, une attitude critique puis des blagues déplacées envers ses employés, est-ce que ça favorise sa légitimité comme chef d'équipe? Est-ce que c'est quelqu'un qui, dans le fond, tire le meilleur de son équipe? Et la question qu'on pose aujourd'hui. Mettons son équipe sous la loupe 2 minutes, puis qu'est-ce qu'on observe chez eux? Bien, on va observer qu'ils ont assez peu de sentiments de sécurité dans leur rôle. Hein? Est-ce que j'ai l'impression d'être assuré dans mon rôle dans l'équipe ou est-ce que j'éprouve plutôt un sentiment de peur par rapport à là, j'ai présenté mon design vertical cette fois-ci, est-ce qu'il va être bien reçu ou est-ce que je vais me faire critiquer encore sans savoir sur quoi je me fais critiquer comme tel? Parce qu'encore une fois, des designs diagonaux peut-être, on ne les connaît pas, puis moi, je n'ai pas de troisième dimension sur un papier. Toujours est-il
Donc, un sentiment de peur qui s'installe chez l'équipe, manque de sentiment de réalisation. Les gens se sentent frustrés par le fait qu'il y ait de la concurrence entre les membres de l'équipe, frustrés par les critiques qui n'ont pas l'impression d'avancer. Hein. La réalisation, c'est quand j'ai l'impression d'avancer dans ma carrière à travers mon emploi. Sentiment d'appartenance est difficile. On se sent rapidement exclu quand on reçoit des blagues de mauvais goût, quand on reçoit des critiques. Dans le fond, fondamentalement, l'équipe là, commence à perdre confiance, non seulement en Mathis comme chef, mais en l'équipe, en l'organisation, en eux-mêmes comme des professionnels compétents dans leur domaine. Qu'est-ce qui fait un bon leader dans une équipe? D'où est-ce qu'on apprend à être un bon chef d'équipe? J'aimerais ça vous poser la question, là. Qu'est-ce qui permettrait à Mathis de surmonter ces caractéristiques-là? Clairement, on lui a juste comme jamais appris quelle était la bonne façon de gérer une équipe. Comment est-ce qu'on pourrait l'amener à développer cette compétence-là? D'où est-ce qu'il peut puiser la compétence de gestion d'équipe en lui-même si personne ne lui a jamais montré? Dans le fond, comme chef d'équipe, où se trouve son authenticité comme leader? Le leader authentique, on vous propose aujourd'hui un retour au principe de l'intelligence émotionnelle comme fondement de notre réflexion. Fait qu'un leader qui sait puiser dans son authenticité pour être un bon chef pour son équipe est un leader qui a donc en haut conscience, conscience de soi et conscience de l'ensemble du groupe, conscience sociale, et dans les deux cadrans du bas, qui sait gérer cette conscience-là. Donc, conscience de soi, gestion de soi. La gestion de soi, c'est je sais gérer mes émotions d'une manière qui est socialement acceptable et qui est proactive, productive pour mon équipe. Conscience sociale et gestion des relations sociales au sein de mon équipe, c'est la même chose. Je sais non seulement reconnaître les émotions chez les gens autour de moi, mais aussi reconnaître leur impact sur les relations interpersonnelles dans l'équipe, leur impact sur mes émotions à moi, et je sais gérer proactivement ces relations-là. Et j'accepte les différences entre les individus. J'accepte qu'on n'a pas tous le même cadre de référence. J'accepte que si je te demande de faire un design, tu vas probablement partir ton design visuel sur la base de ce que toi, tu as comme biais de ce à quoi devrait ressembler le design que je te demande. Si mon biais est différent, j'accepte nos différences en te rappelant exactement ce que je veux comme tel en termes de design. Donnons plus de détails à ces cadrans-là, parce que c'est beau dire la conscience de soi, mais à quoi ça fait référence? Je vous propose que la conscience de soi, c'est la conscience de nos émotions. C'est le fait d'avoir développé avec le temps, avec la maturité, une juste image de nous-mêmes. Dans le fond, je me reconnais comme étant la personne que je suis pour vrai. Hein. Je ne me trompe pas sur mon identité et cela m'aide à développer ma conscience en soi. Au niveau de la conscience sociale en haut à droite, cela se traduit par une attitude qui est capable d'empathie, un sens politique. Un sens politique, ça veut dire quoi en organisation? Ça veut dire que je sais reconnaître mes intérêts et, comment on dit advocate en français? Je ne veux pas dire lutter pour mes intérêts, ça sonne lourd, mais savoir en être l'ambassadeur moi-même de mes intérêts au sein de l'organisation, c'est ça, avoir le sens politique. Je sais négocier et influencer autour de moi pour obtenir les meilleurs intérêts pour moi-même et mon équipe dans mon organisation. Et j'ai une passion pour un service à la clientèle qui est adéquat, respectueux, courtois. Ça, c'est la conscience sociale. Une fois qu'on est conscient, il faut savoir faire preuve de gestion de soi et de nos relations interpersonnelles. Donc, la gestion de soi, c'est la maîtrise de mes émotions. Hein. Je les connais, j'en ai conscience grâce à la conscience de soi. Maintenant, je sais les maîtriser en public en particulier. Faire preuve d'authenticité, c'est de ce dont on parle aujourd'hui. C'est ici que ça vient se placer. Capacité d'adaptation, ambition, initiative et optimisme, tout ça, je sais le gérer d'une manière qui est courtoise et adéquate. Au niveau de la gestion des relations, ben, je sais faire preuve donc d'influence, d'inspiration auprès de mon équipe. Je sais agir de manière à permettre d'enrichir les autres. Tu sais, on parlait de sentiment de réalisation tantôt au sein de l'équipe. Enrichissement des autres, c'est ça, favoriser ce sentiment de réalisation chez mes collaborateurs. Quand on est dans une situation de changement, je sais faire preuve de leadership. On est encore une fois au niveau de l'inspiration, donc inspirer une vision à travers le changement, gestion des conflits également, afin de pouvoir créer une certaine collaboration pour favoriser un travail d'équipe efficace. Donc, le leader authentique
Première chose qu'on peut dire, c'est qu'il fait preuve d'intelligence émotionnelle. Donc, il est conscient de ses émotions, il sait les gérer, il est conscient de son impact sur le groupe et il sait gérer ses relations de manière à maximiser son impact, avoir l'impact le plus positif possible. Moi, j'ai une expression qui me tient bien à cœur de ce côté-là au niveau de la gestion des relations, l'influence, l'impact positif que j'essaie d'avoir autour de moi. J'appelle ça créer du mieux-être. Un leader authentique, c'est quelqu'un qui a à cœur de créer du mieux-être autour de lui. Pourquoi les mots sont importants? Parce que créer du mieux-être, pour moi, ça veut dire créer dans le sens de réaliser quelque chose qui n'existait pas avant une interaction, avant une relation sociale. Donc, réaliser quelque chose de nouveau et qui va être durable, hein. J'ai créé quelque chose, ça perdure. Et du mieux-être, ça veut dire que je peux mesurer que la personne avec qui j'ai eu une interaction, avec qui je gère ma relation, ben, cette personne-là se sent mieux à travers notre interaction. Donc, créer du mieux-être, pour moi, résume un petit peu l'idée de la gestion proactive des relations. Parce qu'on s'entend de manière authentique. Authentique, ça veut dire je suis fidèle à moi-même. Gérer des relations, ça ne veut pas dire les gérer nécessairement du côté positif pour créer du mieux-être. Donc, on peut aussi, de manière très authentique, favoriser des conflits dans notre équipe. Quand on parle de leadership authentique, le mot leadership est tout aussi important que juste l'authenticité. Ce qu'on veut dire, c'est créer de la valeur à travers cette relation d'authenticité-là. Et d'où l'importance pour moi de cette image de créer du mieux-être à travers nos interactions. Être authentique, ça veut dire quoi? Donc, on parlait de connaissance de soi. Soyons plus concrets parce que jusqu'à maintenant, c'est un petit peu abstrait. Vas-y, connais-toi, là, fais l'effort de mieux te connaître, voir si ça t'aide. On vous propose quand même quelques outils. Il y a un outil dont on a parlé l'autre fois, c'est notre profil de talent. Donc, connaissance de soi, ça peut commencer par établir son profil de talent pour savoir si j'ai des talents plutôt au niveau de l'innovation, au niveau de la différenciation en bleu, au niveau des procédures ou au niveau du travail en équipe. Dans mon cas, moi, j'ai fait mon profil de talent et au niveau de ma connaissance de soi sur ce profil de talent, je peux dire que mes forces sont plutôt au niveau de l'innovation, du travail en équipe, respect des procédures. C'est pas nécessairement ma force numéro un. D'ailleurs, la petite image que vous avez ici, c'est mon profil de talent à moi. Fait que vous avez une idée que l'innovation est pas pire. Respect des procédures un petit peu moins. C'est moi qui suis faite comme ça. Ça arrive. À ça, on ajoute quelques conseils généraux comme savoir reconnaître quand on ne sait pas quelque chose, ne pas avoir peur de dire je ne sais pas, je veux vérifier une information. Savoir demander de l'aide, ce qui est une chose sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, mais j'y travaille encore, promis. Savoir reconnaître ses biais. On parlait du favoritisme tantôt, qui était un biais qu'avait Matisse. Bien, savoir reconnaître ses biais, c'est se poser la question de savoir d'où viennent mes décisions, hein. Je vous disais, Matisse, il a tendance à choisir Louis parce qu'il a choisi Louis la première fois. Puis la deuxième fois, ben, comme ça avait bien été la première fois, il a choisi Louis, puis ainsi de suite. Ben, ça devient un biais. Puis quand je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi Louis dans cette situation-ci, ben, je m'amène à reconnaître, je m'aide à reconnaître mes propres biais. Connaître son profil, innovation, procédure, différenciation, travail en équipe, c'est une chose. Je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin. Le profil de Talent Escalon nous propose l'authenticité comme étant le cœur de notre profil qui vient se placer ici. Et quand on parle d'authenticité, on entend humanité, on entend savoir montrer l'exemple comme étant la clé de voûte, si on veut, de l'attitude d'un leader dans une organisation au quotidien. Faire preuve d'humanité, on parlait d'empathie tantôt, de bienveillance, c'est être capable de tendre la main aux personnes autour de nous tout en reconnaissant que leurs différences entre ces personnes-là et avec nous-mêmes nous enrichissent comme organisation. Être authentique, c'est aussi être imputable. Alors, je vous propose, qu'est-ce que ça veut dire être imputable, hein? Ça veut dire être responsable. On est responsable par rapport à nous-mêmes. Quand je suis une personne responsable, ça veut dire que quand je reçois des comptes, ben, je les paye. Puis quand je conduis sur l'autoroute, je ne vais pas trop vite et tout. On est responsable par rapport à soi-même. On est imputable par rapport aux autres, par rapport à un groupe. Donc, quand je suis responsable en conduisant pas trop vite sur l'autoroute, s'il y a une voiture de police qui fait du contrôle de trafic routier, mais là, je deviens imputable de mes actions si j'ai fait le choix d'aller plus vite que la limite permise. Donc, on est imputable par rapport à notre relation
envers les autres. Donc, imputable en public, responsable par rapport à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire être imputable en organisation? Ça veut dire être capable de reddition de compte. Donc, quand je prends des décisions, ben, je suis en mesure de les justifier par la suite et d'être à la hauteur du résultat des relations, des décisions que j'ai prises. Faire preuve de transparence. Donc, quand je prends des décisions, j'explique d'où vient ma décision et dans le fond, je justifie mes décisions en communiquant de manière ouverte les raisons d'être derrière. Je fais preuve de comportement éthique quand je respecte les règles et quand je respecte les normes sociales. Je tiens compte des intérêts des parties prenantes. C'est qui les parties prenantes d'une organisation? C'est mes clients d'abord et avant tout, c'est mes fournisseurs, c'est le gouvernement, c'est les organismes autour de mon organisation. C'est aussi mes concurrents et mes parties prenantes à l'interne, c'est les membres de mon équipe, c'est mes collègues, c'est les gens avec qui je travaille. Je tiens compte des intérêts de ces personnes-là quand je suis imputable. Je respecte le principe de la laïcité tout en reconnaissant, donc on est dans le principe de reconnaître les différences entre les gens. Moi, j'ai connu une organisation, c'était un organisme à but non lucratif, ce n'était pas une entreprise, qui était une organisation assez proche de l'Église, en fait, oui, l'Église catholique, et qui disait, pour travailler avec notre organisation, il faut croire en Dieu. Mais après, c'est pas vraiment important de savoir quel Dieu. Si tu crois en un Dieu, ça suffit. En fait, c'est un petit peu le même Dieu, mais toi, tu l'appelles avec un autre nom. Et puis, il y avait un biais un petit peu de dire, si tu crois pas en Dieu, tu peux pas vraiment être une bonne personne. Alors, personnellement, j'ai connu des gens qui étaient athées et qui n'étaient pas des mauvaises personnes pour autant. Respecter le principe de la laïcité, c'est respecter le principe de la différence entre les gens. Respecter les normes internationales, il y a des domaines dans lesquels c'est fondamental et ça fait partie du discours officiel depuis des années. Pensons au domaine de la comptabilité, pensons au domaine du développement durable, de l'écologie. En fait, il y a des normes internationales dans la plupart des domaines dans lesquels on peut travailler et ces normes-là méritent d'être respectées, évidemment, tout comme les droits humains, les droits fondamentaux humains qui sont énoncés dans les chartes des droits humains au niveau des Nations unies, puis au niveau du Canada également et du Québec. Donc, être authentique, c'est aussi être imputable à travers nos actions. Être imputable, ça veut dire avoir le souci du respect de de ces différentes dimensions-là dans notre pratique au quotidien avec l'ensemble de nos parties prenantes, donc autant à l'intérieur de notre organisation qu'à l'extérieur de celle-ci. Être authentique, c'est adopter les meilleures pratiques de cette manière-là pour être imputable. Ça ne nous dit pas quelles sont les meilleures pratiques. Donc, voici des conseils un petit peu plus concrets. Qu'est-ce qu'un gestionnaire peut faire pour enrichir, développer son authenticité? Déjà, apprendre à se ressourcer. Se ressourcer qui veut dire, est-ce que ça peut vouloir dire méditer en plein milieu de la rue comme le fait notre ami ici dans l'image? Est-ce que ça peut vouloir dire prendre le temps de faire un retour sur notre journée tous les soirs ou sur notre semaine pendant la fin de semaine? Savoir reconnaître ses limites, ce qui revient à la question de dire, savoir dire je ne sais pas quand je ne sais pas quelque chose, savoir reconnaître quelles sont nos forces, quelles sont nos aires d'expertise et quelles sont nos aires qui sont plus propices au développement que des forces qu'on a. Pourquoi il est important de reconnaître ses limites? Parce que reconnaître ses propres limites, c'est aussi reconnaître des opportunités de synergie avec les gens autour de nous. Donc, quand je reconnais mes limites, puis je sais qu'il y a une personne qui est meilleure que moi pour une chose, ça m'encourage à travailler en équipe, à collaborer avec cette personne-là d'une manière authentique où chacun œuvre au meilleur de ce qu'on a à offrir dans l'organisation. Être capable de faire un check-in quand les choses sont difficiles au niveau de notre équipe. Donc, dans le fond, faire un check-in, c'est tendre la main, c'est faire preuve d'empathie et de bienveillance envers les membres de notre équipe. Prendre le temps quand on voit un collègue ou une personne autour de nous qui a besoin d'un moment de pause, qui a besoin d'un répit, qui a besoin de parler, de se vider le cœur, pouvoir lui offrir cette opportunité-là, c'est ça un check-in avec empathie et bienveillance et prendre le temps de le faire. On voit beaucoup en organisation des leaders qui ont la bonne volonté de dire, il semble y avoir quelque chose qui ne va pas, puis veux-tu m'en parler? Veux-tu m'en parler? Ça va pour 2-3 minutes, mais OK, à un moment donné, on en reparlera une autre fois, OK? Faire un check-in efficace, c'est prendre le temps d'approfondir les sentiments de la personne qui en a besoin.
Je vous propose l'exercice du circle back. Circle back, c'est un bel un anglicisme pour dire savoir revenir sur un point, savoir approfondir un événement qui a pu être difficile pour l'équipe, savoir reconnaître aussi ses manquements et être capable d'appuyer sur pause, par exemple, dans une réunion, dans un événement ou dans un moment de travail, puis dire, ben, je dois revenir en arrière sur quelque chose qui s'est passé pour, encore une fois, soit préciser un point d'information, approfondir quelque chose qui est arrivé, dénouer une situation conflictuelle, dissiper des incompréhensions ou des inquiétudes chez les membres de mon équipe, reconnaître mes manquements, mes erreurs comme leader aussi, et être capable de revenir en arrière sur un point comme celui-là quand je me rends compte qu'il y a un besoin au niveau de l'équipe. À quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler, en fait, Circle Back est un concept qui nous est proposé par Brené Brown. Brené Brown est, en fait, alors, elle est spécialiste de la vulnérabilité. C'est elle qui a donné la conférence TED très connue sur la vulnérabilité. Et elle disait que c'est une pratique qu'elle utilise dans ses réunions d'équipe. Elle donnait l'exemple d'un ordre du jour qui était très chargé, puis la réunion qui avançait peut-être un petit peu moins rapidement qu'elle n'aurait voulu. Alors, elle a proposé un moment de pause pour revoir l'ordre du jour de cette réunion-là. Puis elle a dit, ben moi, je propose que le point 7, on le remette à la semaine prochaine. Et puis, bon, tout le monde a voté en faveur et puis on a pu continuer la réunion jusqu'à ce qu'un employé en particulier dise, Brené, je m'excuse, j'ai besoin d'un circle back sur un point qui est arrivé. Dans le fond, tu as proposé qu'on remette le point 7 à la semaine prochaine. Moi, je travaille plus que la moitié de mon temps toutes les semaines sur ce point-là. Et puis, quand tu proposes qu'on le remette à la semaine prochaine, moi, l'histoire que je me raconte dans ma tête quand j'entends ça, c'est de dire, ben, dans le fond, ça n'a pas l'air si important que ça pour le groupe. Alors, si ce n'est pas important, ben, j'aimerais ça le savoir parce que si je perds mon temps à travailler là-dessus tous les jours, la majeure partie de mon temps, ben, je vais travailler sur d'autres choses, tu sais. Donc, l'exercice du circle back a permis de dissiper l'incompréhension, l'inquiétude de cet employé-là par rapport à la pertinence et l'importance de ce point-là. Et puis, l'équipe a pu dire non, en fait, on le remet à la semaine prochaine parce que c'est tellement important qu'on veut lui accorder plus de temps, puis à prendre le temps d'en discuter à tête plus reposée. Donc, en fait, ça a permis de dissiper ce doute-là. L'exercice du circle back, c'est de permettre à l'équipe de revenir en arrière puis de dire, attends, il s'est passé quelque chose là, que moi, je dois dénouer avant qu'on puisse continuer. Tout ça, ben, ça favorise, on s'entend, un climat de confiance au sein de l'équipe, hein, un climat de confiance qui nous permet justement à chacun et chacune de prendre la parole quand on en a besoin, quand on a besoin de reconnaître nos limites, quand on a besoin de ressourcement, quand on a besoin d'un check-in, quand on a besoin d'empathie et de bienveillance, ou quand on a besoin d'un circle back, hein, de revenir sur un point, quand un climat de confiance est établi de manière mutuelle entre le gestionnaire et l'ensemble des membres d'une équipe. Ben, ça permet à chacun d'être capable de s'appuyer sur ces pratiques-là. Et puis après ça, ben, ce qui fait fonctionner ce climat de confiance-là au sein de l'équipe, c'est la cohérence après ça entre les gestes vous vous souvenez de Mathis tantôt, les gestes de Mathis et l'ensemble de l'équipe. Plus on fait preuve de cohérence dans l'application de ces meilleures pratiques-là au quotidien, ben, plus on favorise ce climat de confiance-là et on en favorise la durabilité dans le temps. Un leader authentique, c'est quelqu'un qui reconnaît d'abord sa propre humanité, son propre besoin de ressourcement, ses propres limites, ses propres besoins de bienveillance, parfois quand on éprouve du désarroi, quand on éprouve une émotion difficile, un besoin d'empathie. C'est quelqu'un qui n'hésite pas non seulement à permettre à ses employés un circle back, mais qui va se permettre à lui-même aussi cet exercice-là en cas de besoin. Quand on se permet ces choses-là, on fait preuve d'humanité et quand on reconnaît notre propre humanité, ben, c'est la condition pour reconnaître ensuite celle des autres. Quand on dit qu'un leader authentique, c'est montrer l'exemple, c'est ça qu'on veut dire. Un leader authentique est capable de ces meilleures pratiques-là au quotidien parce qu'il reconnaît sa propre humanité et en faisant ça, il établit un climat de confiance et permet à chaque membre de l'équipe d'en faire autant. Respecter les autres, c'est d'abord se respecter soi-même dans son besoin de ressourcement, dans ses limites, etc. Et tout ça,
au quotidien, c'est faire preuve de cohérence. Et c'est faire preuve de cohérence qui nous permet de changer le climat organisationnel. Puis quand on change un climat organisationnel, c'est pas quelque chose de facile. Évidemment, on donne les conseils à Mathis aujourd'hui, puis on lui a dit, voici comment tu peux reconnaître ta propre humanité. Est-ce qu'il va pouvoir le faire en une semaine rapidement? Bien sûr que non, c'est pas si facile à réaliser que ça. Mais changer un climat organisationnel, ça requiert du courage, ça requiert de la constance, ça requiert de la cohérence, ça requiert de faire preuve de civilité et de respect envers tous les membres de notre équipe. Ça requiert de reconnaître la richesse dans la diversité, l'égalité et l'inclusion de tous les membres de notre équipe. Ça requiert de faire preuve d'un comportement éthique au quotidien dans toutes les situations. Arrêtez de voler les stylos juste parce qu'ils appartiennent à l'entreprise puis tu es un patron, ce n'est pas un bon exemple à montrer. Ça requiert de faire preuve de confiance et d'être capable non seulement de demander de l'aide, mais aussi d'offrir de l'aide. On dit qu'il y a deux catégories de personnes au niveau de l'entraide. Il y a des gens qui ont un petit peu peur de demander de l'aide, puis un petit peu des gens qui demandent, enfin, des deux côtés, demander de l'aide et recevoir de l'aide, offrir de l'aide et recevoir de l'aide, par contre, pardon, sont plus difficiles selon les différentes personnes. Puis établir un climat de confiance et d'entraide, c'est reconnaître la difficulté des deux côtés, autant au niveau d'offrir de l'aide qu'au niveau de recevoir de l'aide. Et puis tout ça, ben, tout en créant un environnement évidemment sans abus. Puis on vous ajoute le mot-clé ici pour tous, parce qu'en général, dans les organisations, ce qu'on observe au niveau du climat organisationnel, hein, c'est que ces principes-là sont souvent très respectés pour une bonne partie de l'organisation. Puis quand on regarde des sondages d'engagement, des sondages d'opinion au niveau des employés dans les organisations, ce qu'on observe très souvent, c'est qu'on mesure une moyenne. On mesure une moyenne, on va faire un sondage d'opinion de l'engagement de nos différents, de tous nos employés. Disons qu'on a 250 employés, puis on mesure leur perception de la civilité, du respect dans le climat de notre organisation, du respect des principes de diversité, égalité, inclusion. On mesure la capacité de respecter les principes d'éthique de notre organisation, dans quelle mesure nos employés se sentent en confiance et favorisent un sentiment d'entraide, et dans quelle mesure ils ont l'impression que le climat organisationnel favorise, c'est pas assez fort, mais met en place un environnement de travail sans abus. Puis, on regarde la moyenne, puis on dit, bah, en moyenne, on est à 72 par exemple, puis 72 c'est une très bonne note, fait que c'est excellent, notre culture est bonne. En fait, ce qui se cache derrière cette moyenne-là, c'est la réalité de chacune des personnes au sein de l'organisation. Ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est que la moyenne, c'est le principe qu'on peut faire dire beaucoup de choses aux statistiques. La moyenne n'est pas souvent aussi parlante qu'on pourrait imaginer. S'il existe des gens au sein de l'organisation qui vivent des défis au quotidien en matière de civilité, de respect, en matière de diversité, égalité, d'inclusion, en matière d'éthique, en matière de confiance, d'entraide, en matière d'abus dans l'environnement de travail, tant qu'il existe des gens qui vivent des situations difficiles dans ces 5 dimensions-là, ben, il reste un certain élément de toxicité. Puis c'est le mot qui est utilisé, c'est dans le même article du Massachusetts Institute of Technology, la revue Sloan dont je vous parlais au début de notre webinaire. Cet article-là nous dit que tant qu'il existe encore des sous-groupes qui vivent des défis au niveau de ces 5 dimensions-là, ben, il y a une certaine toxicité dans la culture de l'organisation pour ces personnes-là. Et puis ça a un impact sur l'ensemble de l'organisation. Cet impact-là peut se mesurer, puis ce qu'on veut, en fait, c'est favoriser, dans le fond, un climat organisationnel sain pour tout le monde. Et c'est pour ça que le pour tous est un mot-clé dans ce cas-ci. Comment est-ce qu'on fait? Par où est-ce qu'on commence? On commence par établir et communiquer au sein de notre équipe une vision passionnante, une vision qui est engageante, qui est encourageante. Un leader authentique, c'est avant tout un leader. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui communique cette vision-là, qui donne envie de le suivre, de travailler avec lui. On mesure et on se mesure. Qu'est-ce qu'on entend par là? On veut dire que mesurer, par exemple, le sondage d'engagement, c'est une chose. Se mesurer, c'est se remettre en question par rapport à nos résultats. Se mesurer aussi comme
comme gestionnaire, on a beaucoup d'organisations dans lesquelles on mesure l'engagement des employés, puis on ne se pose pas la question de à quoi ressemble l'engagement et la capacité de leadership des gestionnaires, puis on critique les employés pour leur manque d'engagement, alors qu'en fait, il faudrait se poser la question de savoir comment est-ce que les gestionnaires se mesurent eux-mêmes en matière d'engagement, puis en matière de soutien possible à l'équipe. Faire des sondages d'engagement est une meilleure pratique qu'on valorise énormément de manière générale. Bon, faire des sondages d'engagement, ça ne veut pas dire toutes les semaines, évidemment. Une fois ou deux par année, c'est ce qui est le plus adéquat. Et puis, favoriser le développement continu de nos équipes de manière à favoriser leur sentiment de réalisation dans leur emploi, dans leur carrière. Pour finir, on se donne toujours 40 minutes, fait que je suis pas mal spot, hein? On n'est pas pire aujourd'hui. Pour finir, je vous laisse avec une métaphore. L'authenticité, c'est un petit peu comme quand on va au restaurant. Tu sais, il y a des restaurants qui sont super propres, aseptisés, c'est lavé à l'eau de Javel, tout est tellement parfait. Les couverts sont mis sur la table et quand on les mesure au millimètre près, même ça sent l'eau de Javel là, à un point qu'on a l'impression qu'on pourrait manger sur le plancher. On n'a même pas besoin de la table, sinon pour être un petit peu plus ergonomique quand même. Mais c'est très aseptisé. Des restaurants comme ça, vous en avez déjà connu, c'est très, très beau. Il arrive parfois, par contre, que la nourriture elle-même, elle a comme ordinaire, elle a comme moins de goût, tu sais. Il y a aussi des restaurants qui sont plus petits, des petits restaurants de quartier, qui sont propres, oui, mais pas si aseptisés que ça, puis qui sont pas nécessairement luxueux, mais la nourriture y est tellement spéciale, tellement unique, tellement délicieuse. Les serveurs sont pas seulement sympathiques, ils sont accueillants. On a l'impression qu'on arrive chez nous, on a l'impression qu'on arrive chez des gens qui ont envie de partager avec nous. Ben, on préfère aller à ce restaurant-là parce qu'il a quelque chose, ce petit quelque chose de différent, mais c'est ça l'authenticité. C'est reconnaître ce qui nous rend unique, ce qui nous rend humains et le valoriser plutôt que de le cacher derrière un caractère trop aseptisé, trop lavé à l'eau de Javel. L'authenticité, c'est comme un restaurant comme ça. Cette image-là nous est proposée par un conférencier, alors Colombo, japonais, ce qui est assez spécial. Donc, il fait ses conférences en espagnol, mais son père est japonais, il a grandi en bonne partie au Japon. Et à travers le choc de culture entre la culture latina et la culture japonaise, il nous parle énormément d'authenticité et notamment, il nous a partagé cette métaphore du restaurant qu'on a beaucoup appréciée. Voilà pour notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous pose la question, comme d'habitude, avec quelle leçon repartez-vous? Je suis curieuse de le voir soit dans le chat ou de vous laisser la parole ou dans les commentaires si vous nous suivez sur YouTube. Je vous invite à faire votre profil de talent sur le site d'Escalon. Vous avez le lien ici à l'écran ou à prendre rendez-vous avec nous. Pour prendre rendez-vous, c'est assez facile. Vous allez sur notre site web et puis vous cliquez sur Demander une démo. Et puis, j'en profite pour vous dire, ce mois-ci, dans le fond, bon, vous savez qu'Escalon est encore en démarrage. Nous, on cherche une dizaine de références d'organisations. Escalon n'est peut-être pas nécessairement pour vous ou votre organisation, mais elle est certainement pour des organisations que vous connaissez, que ce soit vos clients, vos fournisseurs, des entreprises ou des organismes autour de vous. On cherche 10 références ce mois-ci et on espère pouvoir compter sur votre aide et sur votre soutien là-dessus. Un grand merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Moi, je vais fermer le partage. On va pouvoir arrêter l'enregistrement. Puis on reste quelques minutes avec vous si vous avez des questions ou des mots de la fin. Fait que je vais arrêter le partage ici.